Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous raconter un peu ce que l'on fait. C'est un travail de ces quelques dernières années. On s'est penché sur la question. Ces ondes de densité sont un cadre théorique qui nous permettent de déjà avoir une première description, une première approximation. Mais il y a plusieurs hypothèses qui sont inhérentes à cette théorie, que les ondes sont par exemple serrées, ou que la vitesse de rotation de ces ondes, la vitesse angulaire, est constante. Et donc, ces ondes ont eu l'air, en tout cas, l'impression que les astronomes ont eu pendant toute l'histoire de la découverte des galaxies, en fait, c'est qu'on a affaire à des motifs. Si ces motifs sont fréquents, c'est que probablement ils vivent longtemps. C'est ça un peu l'idée qui est derrière. Mais entre longtemps et très longtemps, il peut y avoir plusieurs variantes. Voilà. Alors ici, vous voyez une description assez actuelle, disons, la façon dont se représente la Voie lactée. Nous sommes ici, le Soleil, la constellation d'Orion est par ici, et par des projections de ce qu'on voit de la Voie lactée, c'est un travail très long et très pénible d'arriver à une description, disons, de l'extérieur, comme si on voyait la Voie lactée de face. Alors cette figure a déjà évolué, elle est toujours en train d'évoluer, c'est pas la dernière version sûrement. Vous voyez par exemple dans cette version-là, on a deux barres, une longue barre et une petite barre, qui n'ont pas le même angle, même phase. Alors, ça semble pour un dynamicien un peu curieux, mais voilà, c'est ce que les observateurs, en essayant de trouver la forme de cette galaxie, en ont déduit. Là, on a déjà vu que la séquence des galaxies peut s'arranger selon une séquence montrée par Hubble, dont dans la séquence spirale a de nombreux motifs de ces patterns, ces spirales ou barres, puisqu'il y a une branche entière de la séquence qui est consacrée aux barres, les spirales qui contiennent des barres et les spirales qui ne contiennent pas en apparence. Des fois, l'apparence, par exemple dans des cas vus par la tranche, on n'arrive pas à dire simplement. Il pourrait très bien y avoir une barre, mais elle est mal vue, le point de vue est mauvais. Alors, passons en revue quelques faits des galaxies barrées. À peu près un tiers sont fortement barrées, un tiers sont faiblement barrées, et puis le dernier tiers, eh bien, on les appelle non barrées, mais elles peuvent être quand même barrées parce qu'on n'arrive pas à voir la barre. Donc ce phénomène n'est pas du tout exceptionnel. Donc, dans le temps, on appelait une galaxie non barrée normale. En fait, de nos jours, simplement, on va dire qu'elle est non barrée. On n'a pas réussi à trouver une barre. Par exemple, la Voie lactée, pendant longtemps, a été décrite comme non barrée. Et c'est seulement dans les années 90 qu'on s'est aperçu qu'il y avait une très belle barre, en fait, qui remplace en fait ce qu'on appelle le bulbe de la galaxie. Et en fait, c'est une barre vue en projection. Alors les barres, comme on les connaît, on en a fait des études depuis des décennies, c'est un phénomène qui a l'air assez étrange, une structure assez rectiligne qui devrait donc rester rectiligne assez longtemps, plusieurs rotations. Comment ça se passe? Alors on ne va pas explorer ce phénomène ce soir, mais on sait plusieurs choses sur ces barres. Entre autres, on sait qu'elles tournent vite, elles tournent donc à peu près à la vitesse que les étoiles prennent en tournant autour du centre. C'est à peu près une vitesse, à peu près avec un facteur, avec une modulation de ce facteur. On les associe avec des anneaux nucléaires, des lentilles, des anneaux autour des barres, des anneaux externes. Et puis elles ont aussi, ce qu'on a trouvé, c'est qu'avec Françoise, en fait, on a bien mis en évidence que Françoise a commencé ce travail, montrer que des barres, elles peuvent prendre des formes de cacahuètes, de boîtes ou de cacahuètes. Et ça, c'est un phénomène purement dynamique qui a 3 dimensions. Là, on sort des disques. Alors, quand vous voyez une galaxie comme ça,
avec ces sortes d'oreilles, on sait que c'est une barre parce qu'on peut l'associer à ce phénomène via les simulations numériques. Et beaucoup de ces barres sont entourées donc, de bras spiraux. Donc, toutes ces caractéristiques, on aimerait bien les comprendre et les étudier plus en détail. Alors maintenant, on sait bien, il a fallu quand même un moment pour qu'on trouve que la Voie lactée soit barrée. Disons, les premières personnes qu'on en parlait, en fait, c'était dans les années 60 de Vaucouleurs, mais personne ne l'a cru. Et puis, arrivé dans les années 90, là, il y a eu des évidences observationnelles nombreuses qui ont petit à petit montré que cette Voie lactée est barrée. Mais disons que la communauté, le temps qu'elle adopte, qu'elle trouve évident que la Voie lactée, on peut approximativement dire que ça a bien pris une quinzaine d'années. C'est typique en astronomie où qu'on doit se baser sur des observations, les choses arrivent assez lentement, donc c'est difficile à prouver péremptoirement certaines caractéristiques. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ces galaxies barrées? Qu'elles se décomposent volontiers en une galaxie spirale en général, si on reporte la luminosité en fonction du rayon. Vous verrez qu'il y a une partie qui a l'air, la luminosité mesurée en magnitude, c'est un logarithme de l'intensité lumineuse. Donc, quand on voit une droite comme ça veut dire que la luminosité décroît exponentiellement. Et puis vers le centre, ça monte brusquement. Alors très souvent, si on décompose comme ça en faisant une moyenne sur les angles la luminosité, on va appeler ça le bulbe, tout ce qui est plus brillant que le disque exponentiel prolongé jusqu'à l'intérieur. En fait, très souvent, c'est justement là que la barre se place. Et donc la distinction entre une barre et un bulbe est souvent une affaire académique. C'est la même chose. Il y a une cassure comme ça entre cette partie brillante et le disque, et en fait c'est très souvent là que se situe la barre. La barre aussi, il y a un lien entre la longueur de la barre et la courbe de rotation, donc cette partie où la courbe de rotation monte entre 0 au centre et une partie, un plateau à grande distance, il y a une distance caractéristique où tout à coup il y a un coude. Et la barre, très souvent, eh bien, elle occupe cette région-là, la partie où la rotation on croît linéairement avec le rayon. Alors ça, ce sont des faits empiriques. Il n'y a pas une théorie qui vous dit vraiment que ça devrait se passer comme ça. Oui. Je voudrais poser une question. Là, vous dites la vitesse de rotation, la vitesse angulaire ne dépend pas du rayon. Je pensais... Au centre, là, la vitesse angulaire, ça c'est une vitesse linéaire. Et la vitesse angulaire, là, c'est comme une rotation solide, un peu comme quand vous êtes dans un carrousel, il y a une rotation solide. Je pensais que c'était ça l'argument pour dire qu'il y a 25% de matière noire. Ça s'appuie au moins au début, presque explicitement là-dessus. Ma question est, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est bien le même phénomène que les analysés? Ou bien ce sont deux phénomènes différents? Là, ouais. Là, le problème de la matière noire s'illustre souvent par cette figure qui est assez répandue. On voit ce qu'il est appelé le disque, c'est ce qui compose les étoiles, le bulbe. Et la partie du disque, disons, la courbe de rotation que le disque devrait produire est ainsi. Et il faut rajouter quelque chose d'autre qu'on appelle halo, mais ça pourrait être quelque chose de différent, plus un disque ou quelque chose de... Tout ce qu'il faut rajouter en matière pour que la courbe soit celle qu'on observe, cette rotation, pour que la gravitation soit cohérente, avec la gravitation de Newton soit cohérente. Eh bien, donc le problème de matière noire, vous voyez qu'il a plutôt affaire à l'extérieur. Donc on est en dehors de la région où on voit bien la galaxie brillante, le bulbe, la barre, tout ça, c'est une région qui n'a pas une quantité de matière noire énorme, puisque cette partie-là est bien expliquée par la matière qu'on voit là. Donc voilà, ici on n'aura pas trop de soucis, on va plutôt regarder ces structures comme prédites par la loi de Newton, et puis on va voir ce qui se passe. Donc ce problème matière noire est certainement important, mais il se situe plutôt dans les périphéries de ces disques. Et même les parties qui ne sont plus brillantes
en optique, mais qu'on voit seulement avec des radiotélescopes. C'est les radiotélescopes, en fait, en nous montrant l'hydrogène neutre, qui nous donnent vraiment, disons, la certitude qu'il y a un problème de matière noire. Ici, il y a encore des incertitudes. Par exemple, quand vous pesez la lumière émise, vous pouvez faire des erreurs. Là, c'est des étoiles, donc les étoiles ont différentes brillances, il peut y avoir de l'extinction, il peut y avoir toutes sortes de problèmes qui font qu'on a une marge d'erreur sur l'interprétation de la courbe de rotation versus la lumière émise par les étoiles. Alors les faits théoriques, ces barres ont été très tôt dans les simulations numériques, dans les années 60, ces barres ont été reproduites très facilement avec des simulations N-core qui ne tiennent compte que de la gravité de Newton. En fait, une physique très simple déjà rend compte de ces choses. Donc au début, les gens n'y croyaient pas, que ces simulations devaient être fausses, mais en fait, c'est bien ce qu'elle s'est confirmé. Il suffit d'une physique très simple pour reproduire ce phénomène non linéaire. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à prévoir. Mais on les étudie comme ça depuis des dizaines d'années de façon sûre et on les connaît, disons de cette manière, de manière un peu empirique. On observe les simulations numériques. Alors on trouve qu'effectivement, ces barres tournent vite, ont une longue durée de vie et sont des ondes de densité, mais alors non linéaires, parce que une des restrictions de la théorie des ondes de densité, c'était de supposer que les perturbations sont faibles, c'est-à-dire qu'on appelle linéaires, mais en fait elles sont très non linéaires. C'est vraiment des ondes un peu analogues au soliton, si vous connaissez en hydrodynamique. Donc, et puis il y a un lien entre le rayon de corotation, le rayon où la figure tourne à la même vitesse que les étoiles, qui a un lien entre cette longueur de barre et cette corotation. Et typiquement, donc, on peut essayer de trouver la vitesse de la barre et la vitesse des spirales, la façon dont elles tournent. Et dans ce diagramme, vous avez une fréquence, une vitesse angulaire. On voit que la barre tourne plus vite que les spirales. Alors ce fait-là, je vais revenir longuement là-dessus, vous montre qu'il y a une région curieuse, c'est la région de la corotation. C'est là où cette vitesse est égale à cette courbe noire, à peu près ici. Vous voyez que le gros de la barre, il va jusque là. Et puis après, on est dans une zone curieuse où il y a deux vitesses. Mais ça, ce sont des vitesses moyennées sur plusieurs rotations. Ce n'est pas une vitesse instantanée. Et c'est là, quand on commence à regarder les choses dans le temps, on voit que c'est un petit peu plus compliqué. On peut les perturber d'une manière drastique. Dans certaines simulations, les scientifiques avaient ôté la moitié des particules et la barre survit l'amaigrissement. Mais typiquement, donc, la chose importante, c'est que ces spirales et les barres tournent toujours à des vitesses différentes. Il n'y a jamais une vitesse qui est constante sur tout le disque. Et c'est ça qui complique, en fait. Parce que dans toutes ces théories, on suppose que la vitesse de rotation est constante partout, sur toute l'onde, en tout cas, pour faire des calculs analytiques. Et en plus, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, ça c'est aussi un résultat des observations, c'est que dans à peu près un tiers des barres, vous avez une seconde barre qui est à l'intérieur. Donc ça, ce serait une grande barre, et là, vous avez une autre qui tourne à une vitesse encore différente, et plus rapide. La petite barre tourne plus vite que la grande, et la grande tourne plus vite que les spirales qui sont autour. Alors ici, je vais rapidement passer sur quelques outils mathématiques qui sont en vigueur dans ce domaine. Si on veut décrire comment une particule se déplace dans une barre, on doit se mettre, la méthode la plus commode est de se mettre dans le référentiel tournant, où on va le décrire par un Hamiltonien, H, qui sera fait des moments conjugués d'un potentiel gravitationnel qui peut dépendre du temps éventuellement. On se met dans un référentiel en tournant avec une vitesse oméga, comme si vous êtes dans un carrousel, tournez avec une vitesse oméga, et vous aurez un terme dans cet Hamiltonien qui, ce x cross p, ce sera un terme de moment cinétique.
Et on peut l'exprimer de différentes manières. Dans un potentiel qui est axisymétrique, vous pouvez toujours voir une chose, même de symétrie de révolution. Vous tournez dans ce référentiel à une certaine vitesse oméga. Eh bien, vous avez deux quantités conservées, c'est l'énergie des particules et leur moment cinétique, L. Et nous avons cette quantité H, qu'on peut appeler hamiltonien, mais sous d'autres noms, c'est aussi une constante de Jacobi. Ces deux quantités sont conservées, c'est-à-dire que si la particule se déplace, sa position change, sa vitesse change, mais elle aura une de ces intégrales conservées. Si c'est axisymétrique, elle aura deux intégrales conservées, donc la troisième, le h, est aussi conservée, si oméga est constant. Voilà. Donc mais tout ce qu'on a quand le système est barré, c'est-à-dire qu'on a justement brisé la symétrie de révolution, eh bien, qu'est-ce qui reste? Ces deux intégrales sont détruites, l'énergie n'est plus conservée, le moment cinétique n'est plus conservé pour une particule. Par contre, cette quantité-là, elle reste constante, pour autant que le potentiel ne dépende pas du temps. Donc, si on se met dans le référentiel qui tourne avec la barre, on est dans une situation privilégiée qui nous permettra au moins d'avoir une de ces intégrales de mouvement qui nous permettent de mieux raisonner sur les trajectoires, la physique de ces objets. Dans un référentiel tournant, on va se mettre dans un potentiel effectif, de potentiel gravitationnel duquel on soustrait un terme de potentiel centrifuge. La force centrifuge, c'est comme dans un référentiel tournant, c'est une force fictive, mais il est commode de l'intégrer dans le potentiel, puisqu'elle dépend que du oméga et de la position x. Alors ce potentiel fictif, il a typiquement une forme de ce genre. C'est-à-dire si vous êtes tout au centre de la galaxie, on est dans un puits de potentiel, on est bien dans la gravitation. Et puis plus on va vers l'extérieur, plus ce potentiel centrifuge devient, qui est vous voyez, un signe moins, qui va comme le carré de la distance. Plus ce potentiel centrifuge devient important, et il y a un renversement, un maximum. Et le maximum de ce potentiel aura typiquement cette forme, une sorte de cratère avec un très léger maximum, selon deux, il y en aura deux, mais on a coupé la figure en deux pour voir l'intérieur. Et puis deux poinçelles, L1, L2, et puis il y aura L4, L5, qui seront deux sommets très, très faibles, mais quand même qui conditionnent complètement la dynamique des particules dans ces régions. Et c'est cette région-là qu'on appelle corotation. C'est là où tout se passe, où les choses, la physique, la dynamique essentielle dans ces systèmes se situe autour de la corotation. Donc, ça va jouer une des premières choses à comprendre dans un système comme ça, c'est comment ça se passe autour de cette corotation. Mais je vous rappelle, on a toujours supposé qu'on a un oméga constant et que le potentiel dans ce système de référence ne change pas avec le temps. Donc c'est déjà une simplification. Alors, mais dans ce référentiel, on peut commencer à décrire les orbites des étoiles. Alors, quand on est près du centre, c'est des orbites allongées qui ressemblent à la barre, qui est à l'intérieur de la barre. Et puis ces points L1, L2, L4, L5, ces points de Lagrange, vont commencer à avoir une influence sur les orbites possibles. Certaines orbites vont tourner autour des points de Lagrange dans un sens, certaines dans un autre. Puis si on va à l'extérieur, là on est dans le disque où la barre n'a plus beaucoup d'influence, on retrouve des orbites quasi-circulaires, donc la chose qu'on aurait dans un système non barré. Voilà, ça c'est la théorie simple quand le oméga ne change pas et quand le potentiel est indépendant dans ce référentiel. Mais comme je vous disais, donc ça a été montré par Selwood et par plusieurs autres ensuite, en regardant ce qui se passe dans les simulations numériques, on voit que c'est jamais constant sur toute la galaxie. Vous aurez la barre ici qui tourne à une certaine vitesse, la spirale qui tourne à une autre, et peut-être même encore une petite barre à l'intérieur qui tourne encore plus vite. Dans ces simulations, il n'y avait pas de deuxième barre, mais une deuxième barre, elle pourrait tourner là, à des vitesses très élevées. On en verra après. Donc la question est, quand vous êtes ici, justement à la corotation, vous avez la spirale qui tourne à une autre vitesse que la barre, forcément la spirale va un petit peu
exercer un couple sur la matière qui est à la corotation. Et de même, la barre va un peu influencer la spirale et la spirale va un peu influencer la barre. Donc, comment ça se passe en fait? Est-ce qu'on a vraiment des points stationnaires dans un référentiel tournant? Puisque là, il y a deux vitesses différentes. Donc là, il y a une contradiction qu'on aurait pu, disons, discuter depuis ces résultats, en fait, 85, mais ça a été, ce chapitre a été complètement laissé de côté par la communauté. Et donc, parmi les motivations de notre groupe, Yuting Wu et Ron Tam de Taipei, on avait l'idée qu'on a des surveys de la Voie lactée qui arrivent. Il y a un satellite Gaia qui va mesurer 1 milliard d'étoiles dans la Voie lactée avec une grande précision. On aura tout à coup, dans les années qui viennent, des données extrêmement précises sur le mouvement des étoiles dans le voisinage solaire et jusqu'au centre de la Voie lactée, donc dans un rayon qui comprend bien à peu près le quart de la Voie lactée. C'est un saut qualitatif énorme par rapport à ce qu'on a actuellement. Donc on doit se préparer un peu à analyser ces données. Et là, donc, si le Soleil est par ici, on aura des données sur la barre, on aura des données sur le disque, et puis on devra bien déterminer cette vitesse de rotation. C'est un paramètre dynamique essentiel si vous voulez comprendre ces systèmes. Donc, on devra trouver si le oméga du disque, le oméga de la barre, ils ont des valeurs différentes, alors de combien? Et puis comment ça se passe entre les deux, là, surtout cette corotation là, que j'ai marquée par un cercle. Et de ça, de ces déterminations, de ces vitesses de rotation, on pourra espérer modéliser le potentiel de la Voie lactée et ainsi comparer le problème soulevé avant avec la matière noire, qui est un problème essentiel de l'astronomie galactique, et même plus, c'est de savoir est-ce que le potentiel qu'on voit rend bien compte des mouvements qu'on a par les étoiles ou le gaz. Donc il faut déterminer tous ces paramètres dynamiques, et ce oméga est aussi important que les autres. C'est un paramètre d'ordre 1, si vous voulez. Donc il faudra bien le trouver si on veut employer ces données que Gaia nous fournira. Voilà une première version des données par Gaia. C'est une première version encore, on n'a pas toutes les données, mais les positions observées des étoiles. Là, vous avez des centaines de millions d'étoiles qui sont projetées sur le ciel, qui ont été observées par Gaia au moins une fois, les nuages de Magellan. Et chaque étoile, on aura non seulement sa position sur le ciel extrêmement précisément, mais aussi son mouvement propre. Et puis, avec des mesures spectroscopiques, on aura aussi la vitesse radiale. C'est-à-dire qu'on a les trois positions, distance, mouvement, la position x, y, z de l'étoile dans la galaxie et sa vitesse x, y, z. Donc, pour un grand nombre d'étoiles, on aura ces informations avec une bonne précision, comme bien meilleure que ce qu'on a actuellement. Mais vous voyez déjà les problèmes qui s'annoncent, c'est-à-dire que là, on voit des zones obscures. Il y a des régions qu'on ne va pas pouvoir observer, donc vous aurez un biais observationnel. Donc, comment on va faire avec cette poussière? C'est la poussière qui nous cache un peu justement, quand on veut observer la Voie lactée, il y a de la poussière. Donc, est-ce qu'on va être affecté par ces biais observationnels? Alors, selon les méthodes qu'on va employer, ça peut jouer un rôle. Là, il y a un autre survey, RAVE, qui est fait depuis le sol. On observe des étoiles dans toutes les directions. Et là, on a aussi des millions d'étoiles qui vont aussi à grande distance du disque. Mais là, la même chose. Les poussières vont nous créer des zones d'extinction où il y aura moins d'étoiles. Donc l'échantillon ne va pas être uniforme, homogène. Et là, on peut avoir des problèmes avec... Alors, ce qu'on s'est donné, c'est de prendre des simulations numériques les plus simples possibles, c'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter trop de physique pour comprendre premièrement la gravité de Newton, ce qui est suffisamment compliqué là, dans ces systèmes. Et avec la qualité d'aujourd'hui des ordinateurs, on peut arriver à une précision largement suffisante pour ce genre d'études. On peut donc créer, par exemple, des systèmes
avec double barre, comme ici vous voyez une projection de quelques millions de particules dans une simulation numérique, où il y a une deuxième barre, une grande barre, et puis une amorce de bras spiraux. Là, on voit que ça commence à y avoir une torsion de la barre. Et on peut les étudier dans le temps, et puis commencer à mesurer ces simulations pour voir comment on compare. Supposons que ces simulations soient des données de Gaïa, comment on pourrait faire pour trouver ces vitesses de rotation. Voilà, c'est une fameuse galaxie barrée qui illustre un peu ces systèmes. Vous avez ici un anneau qu'on appelle interne. Vous avez très à l'intérieur, il y a encore un autre anneau, mais il est surexposé. Puis vous avez un anneau extérieur. Tout ça, ça a été, disons, assez expliqué au premier ordre par ce qu'on a vu dans la conférence de Françoise Combes, par des résonances, par des orbites qui s'accumulent le long à ces endroits particuliers. On peut avoir une première approximation de ce qui se passe dans ces systèmes, en supposant toujours qu'on a une seule vitesse de rotation. Donc on s'est attelé à la tâche de mesurer ces vitesses de rotation. Il y a un papier qui doit être soumis bientôt, mais il y a 2 autres papiers qui soit sont publiés, soit soumis. Alors, il y a des méthodes populaires, disons, pour mesurer ces vitesses de rotation. Il y a une méthode employée par Selwood, Atanasoula et d'autres, où on décompose la matière en anneaux et on fait des transformés de Fourier dans ces anneaux, à la fois donc en angle et dans le temps. Et puis la transformée de Fourier dans le temps, si vous mesurez le spectre de ce que ça vous donne des pics qui nous traduisent les fréquences de rotation de ces modes. Les modes 2, 3, typiquement on prend un mode 2. Ici, voilà de nouveau ces diagrammes de Selwood. C'est avec ce genre de méthode qu'on trouve ces résultats. Donc pour obtenir ces résultats, on est obligé d'intégrer pendant plusieurs rotations ces transformés de Fourier et puis déduire ces fréquences, cette densité de rotation à chaque rayon. Là, il y a des anneaux qui ont été faits. Chaque anneau aura sa transformée de Fourier en angle et puis dans le temps. Alors avec ça, on n'a pas la situation instantanée. Vous avez la situation moyenne, mais vous n'arrivez pas à comprendre comment exactement ça se passe. Là, à cette région, il y a 2 vitesses simultanées. Et il y a d'autres cas où il y a 3 vitesses, il y a plusieurs vitesses en même temps. Puis il y a une autre méthode populaire qu'a mentionnée Françoise Combes, c'est Trayon-Weinberg, simplement en employant l'équation de continuité, en supposant que la matière ne se détruit pas, la matière qu'on observe ne se détruit pas, et avec quelques manipulations mathématiques, on arrive à avoir une méthode qui vous permet d'avoir une vitesse instantanée, mais qui est moyennée sur tout un disque. Donc ce n'est pas local, on n'aura pas des anneaux, en tout cas dans la version originale. On devait intégrer la lumière et la vitesse radiale, la vitesse selon la ligne de vue, intégrer cette méthode et puis arriver à un diagramme de ce genre. Alors le problème, c'est qu'on doit intégrer sur tout le disque, et puis on vient de dire qu'on suspecte bien que les barres ne tournent pas à la même vitesse, donc au centre, ça ne va pas tourner à la même vitesse qu'au bord. Donc là, il y a une sorte d'ambiguïté qu'on aimerait lever en élargissant un peu le problème, en spécifiant un peu mieux les choses. Alors, il faut déjà définir ce que c'est un pattern, une figure. C'est quoi une figure? Alors, ici, on peut en donner une définition, vous avez une fonction f, des coordonnées, qui, après un intervalle de temps infinitésimal, est de nouveau la même, mais simplement elle est peut-être translatée ou tournée par un petit angle défi. Donc ça veut dire que notre fonction ici, qui dépend du temps, position et vitesse, après un instant delta t, on va retrouver la même fonction qu'on avait au temps t, mais tournée, alors pas seulement dans l'espace des configurations, mais aussi dans l'espace des vitesses. Pour tourner, déplacer, là, il y a une translation, dx, une petite translation, et une petite rotation
proportionnelle à la distance au centre. Et puis la même chose pour les vitesses, on aura une rotation dans l'espace des vitesses de notre fonction. Là, on raisonne dans ce qu'on appelle l'espace de phase, l'espace des positions et vitesses. Donc voilà, c'est une contrainte. Voilà, on peut définir un pattern par cette fonction-là. Le graphique vous montre votre fonction, par exemple, c'est une ellipse au temps t, puis au temps t plus delta t, elle se trouve comme ça, et puis l'angle que ça va donner, ce déplacement, va se mesurer par un produit vectoriel entre l'angle et puis l'incrément angulaire est proportionnel à la distance. Alors, cette translation, on peut s'en débarrasser en choisissant le bon référentiel, on peut se déplacer avec le système. Et puis, si on veut trouver ce oméga, ben c'est justement ce défi sur dt. Donc là, on fait une petite manipulation mathématique, puis on trouve une équation qui vous isole en fait la variation locale de cette fonction. À un moment donné, elle varie, son degré de variation. Et puis, vous arrivez à isoler oméga, c'est une constante, fois un terme qui sera composé de positions et de gradients de cette fonction, donc la pente de cette fonction quand on change la position, ou la pente de cette fonction quand on change de vitesse. Alors, c'est voilà, la formulation mathématique générale de ce que c'est. Comment on peut relier oméga à des variations de notre fonction qu'on s'est choisie. Pour l'instant, on n'a rien dit ce que c'était cette fonction. On pourrait très bien prendre, typiquement, on pense à la fonction de distribution qui est employée dans l'équation de Boltzmann, mais ça peut être autre chose. Si, par exemple, on a une équation de continuité, c'est justement ce que l'équation de Boltzmann nous donne, l'équation de Boltzmann sans collision, on peut manipuler les termes et puis retrouver notre oméga, on retrouve le même terme, mais la variation dans le temps ici de notre fonction est remplacée par une variation, de nouveau ces gradients de cette fonction, fois les vitesses, fois les accélérations. Et donc ça, on retrouve en fait la méthode de Tremaine-Weinberg, qui eux l'avaient appliquée à 2 dimensions et seulement dans l'espace des positions. Si notre fonction ne dépend pas des vitesses, ces termes disparaissent, ces termes-là qui dépendent de la vitesse. Donc la méthode de Tremaine-Weinberg, c'est un sous-ensemble de cette équation. Et puis on peut aller plus loin parce que la méthode de Tremaine-Weinberg vous donne un scalaire, une rotation. Ici, on veut trouver un vecteur, une rotation, il faut aussi dire dans quel sens ça tourne, pas juste l'amplitude de la rotation. Donc, si on avait plus qu'un point, en principe, on peut, avec plus que 3 points, on peut former un système d'équations linéaires où il y a oméga et puis une matrice, où vous aurez ici une matrice n fois 3, où vous aurez tous ces termes pour chaque mesure, 1, 2, 3 jusqu'à n, vous aurez des données à gauche et des données à droite. Et puis la relation entre les deux, pour trouver ce oméga, la méthode standard, c'est de faire ce qu'on appelle un moins de carré linéaire. On minimise l'écart entre la norme la différence de ces deux valeurs, de sorte que l'oméga est le meilleur possible pour vos données. Ça, c'est une méthode de moins de carré. Alors, cette méthode est plus robuste que ce qu'on fait Tremaine-Weinberg, c'est en fait de diviser oméga, on l'isole en divisant par ce terme-là, on le met dessous, si on n'en a qu'un. Et bien, donc, ce genre de méthode va être sensible au dénominateur. Si ça, c'est très faible, c'est bruité, on le met dessous, on va avoir des grandes erreurs sur oméga. Dans cette méthode, c'est insensible parce que si c'est petit, ici, il y aura peu d'influence sur notre norme. Par contre, si les termes sont grands, ils ont beaucoup d'informations, ils vont fixer le oméga. Donc, il n'y a pas besoin en fait, de diviser. Il faut juste résoudre un système linéaire par moins de carré. Alors, au lieu que F, on peut dire que c'est simplement la densité d'étoiles ou densité d'une substance. Et puis, l'équation se simplifie, plusieurs termes s'annulent, et puis on a le même problème. Donc, on peut le résoudre directement, trouver le long de quel axe et à quelle vitesse tourne
une galaxie, mais, donc, en principe, mais pour autant qu'on ait ces gradients. Et des gradients de densité, un gradient, c'est toujours plus difficile que de trouver la valeur elle-même, parce qu'il faut faire des différences finies en pratique. Donc, si vous avez des erreurs, elles vont s'amplifier. Donc, cette équation est sensible. C'est pour ça que Tremen-Weinberg, dans la méthode d'origine, ils font une intégrale le long d'un chemin. En fait, ils somment tous ces termes. Ils somment à gauche et à droite, et pour en fait un peu noyer le bruit. Donc, ces gradients, si on veut la rendre locale, cette méthode, on aura besoin d'avoir une très grande précision sur ces gradients, et ça, c'est un problème, c'est sûr. Alors, il y a une autre méthode qu'on a trouvée, là, c'est, en fait, F, on peut prendre aussi bien le potentiel, on ne l'observe pas directement, le potentiel, mais voyons ce que ça donne. Et là, on trouve des quantités cinématiques et dynamiques. On emploie la même équation qu'avant. On trouve, ici, c'est un moment de force, une accélération produit vectorielle par la distance. C'est tous des couples qui s'exercent sur l'étoile. Et puis ici, vous aurez des produits de ces vitesses des étoiles fois leur accélération, et puis un terme qui est la dérivée du potentiel que l'étoile voit dans la galaxie dans le temps, le long de sa trajectoire. Ce phi dot, c'est la dérivée du potentiel que l'étoile voit quand elle se déplace pendant un instant infinitésimal. Et donc, voilà notre équation qu'on a appelée la méthode de Jacobi, parce que en fait, on peut retrouver cette même équation si on suppose qu'on a une intégrale de Jacobi. On en parlait avant. Alors, pour trouver ça en pratique, si vous avez des étoiles, ce n'est pas encore facile, parce que Gaïa va bien nous mesurer des vitesses et des positions, mais pas des accélérations. Il n'y a pas encore la précision capable de faire ça. Peut-être ça viendra dans 10-20 ans, des appareils extrasensibles qui vont mesurer directement l'accélération des étoiles. Pour l'instant, on n'en est pas là. On devra plutôt modéliser ceci par un modèle de potentiel de la Voie lactée. Et dès qu'on a un modèle de potentiel, on peut le paramétrer et puis l'intégrer dans ces équations. L'avantage de cette méthode, c'est qu'en principe, si vous mesurez une étoile, elle va déjà vous donner 1 oméga, en supposant que le potentiel tourne bien de façon constante. Si vous prenez 3 étoiles, vous pouvez trouver l'axe de rotation. Alors c'est idéalisé, évidemment. Si vous voulez, il y aura des erreurs. Si on veut minimiser les erreurs, il faudra prendre beaucoup d'étoiles, simplement. Donc, c'est pour ça qu'on a un système d'équations. Plus on a d'étoiles, plus la méthode sera robuste. Alors, il y a d'autres méthodes. On peut se dire, on va développer les positions d'un certain sous-ensemble d'étoiles dans leur moment d'inertie. Un moment d'inertie, c'est le produit de la masse fois la distance au carré. En fait, le moment d'inertie scalaire, ce sera ça, mais il y a un moment d'inertie tensoriel qui est une matrice faite de tous ces produits, des masses des particules, leur position x ou y, des produits croisés. Vous obtenez un tenseur. La matrice des masses, c'est simplement la masse de chaque étoile. Et la matrice x, c'est la position de toutes ces étoiles. Donc, on a un produit comme ça. La méthode standard en analyse linéaire, c'est de décomposer ça en matrices simples. Et une qui est spécialement commode, recommandée, c'est d'avoir une matrice U qu'on appelle orthogonale. C'est une matrice en fait de rotation. Une matrice S de ce qu'on appelle valeurs singulières, c'est des valeurs, une sorte de valeurs propres. Et donc, on aura une rotation, une dilatation, et on remet les choses dans l'ordre et on tourne à l'envers et on retrouve notre moment d'inertie ici. Et bon, alors cette matrice S, elle devrait être constante si la figure est solide. Mais la matrice U, elle va nous donner de combien on a tourné pour orienter notre moment d'inertie. Il aura une élongation dans une certaine direction, et un grand axe, un moyen axe et un petit axe. Et ces vecteurs n, donc de cette matrice de rotation, vont nous donner ces vecteurs principaux.
Donc là, on aimerait faire une dérivée dans le temps de ce tenseur pour trouver, puisqu'on aura l'orientation, mais on veut en fait la vitesse de rotation. Alors on doit donc dériver dans le temps, on a des matrices, on les dérive. Là, ça vous donne des termes qui contiennent que les positions et les vitesses. Ça, on aura par Gaïa. Donc ça, on les a dans les simulations numériques aussi bien, donc on peut très bien calculer I point. Alors ici, je ne vais pas entrer dans le détail parce que ça devient vraiment spécialisé. C'est comment on calcule ensuite ces matrices de rotation, la dérivée d'une décomposition en valeur singulière, SVD. Quand on prend la dérivée de cette opération, en fait, il y a des formules qui sont très dures à trouver dans la littérature, mais qu'on a travaillé là pour les appliquer à ce cas-là. Et on trouve donc oméga avec ses vecteurs principaux de ces matrices U dot. On va trouver ce oméga de cette manière. Donc on peut aussi trouver à 3 dimensions, par ces moments d'inertie, comment les choses tournent. Alors on pourrait avoir la même idée dans l'espace des vitesses, ce serait exactement la même chose, mais simplement là, au lieu d'avoir une matrice qui contient des positions et des vitesses, on aurait des matrices qui contiennent des vitesses et des accélérations. Donc, si on a ces données, on peut commencer à travailler dans l'espace des vitesses aussi bien. Et puis, la méthode à 3D, elle peut aussi s'appliquer à 2D. Alors, dans ce cas-là, on peut traiter analytiquement la chose. Il n'y a pas besoin de faire cet algorithme de valeur singulière. Et donc, il y a une expression complète. On peut calculer ça directement pour trouver le oméga z à 2D. Il n'y aura qu'une valeur à trouver qui va nous donner ce oméga pour notre ensemble de particules dont on a pris le tenseur d'inertie. Alors la méthode de Fourier ici qu'on va mettre en jeu, elle n'est pas la même que celle que Selwood a employée. On veut trouver une vitesse oméga instantanée. On ne veut pas trouver une vitesse oméga moyennée sur le temps. Donc on fait la même chose. On commence par décomposer en anneaux et puis on calcule la transformée de Fourier dans l'anneau, l'expression analytique. On trouve l'angle de phase de notre... Cette fois, ce n'est pas une vitesse de figure, c'est une vitesse d'une onde. Il y a une petite nuance qui n'est pas forcément qui est à faire parce que quand les choses changent dans le temps, chaque vitesse sera un peu différente. Alors ça, c'est une question de savoir appliquer une dérivée sur une fonction arctangente entre la partie imaginaire de notre transformée de Fourier et notre partie réelle. Et puis, il ne faut pas oublier de diviser par m le mode que l'on calcule. Le petit m, c'est le mode, sur un mode 2, c'est le mode populaire pour décrire une barre. Mais on pourrait analyser d'autres modes. Et on peut le trouver donc analytiquement. Tous ces termes, en fait, on peut les exprimer en termes de position et vitesse des particules. Donc là, je vous donne la séquence, comment on a des positions, on trouve des angles, on trouve des vitesses angulaires avec les vitesses des particules et les positions, des sommes qu'on fait avec ces quantités, puis finalement, on a la vitesse de la phase m, du mode m. On a un nombre qu'on sort comme ça analytiquement. On peut même calculer l'accélération de la vitesse de rotation. Si elle était constante, ça devrait être 0. Alors on peut vérifier ça. Donc c'est la même chose, on différencie une fois de plus, et puis on trouve le rapport entre la vitesse l'accélération de cette figure par rapport à sa vitesse. Si ce nombre est grand, alors ça veut dire que notre figure n'est certainement pas en rotation uniforme. C'est un moyen de vérifier les choses. Donc on a déjà, avec ces quelques méthodes qu'on a explorées, c'est encore préliminaire puisque c'est en voie de publication, on a plusieurs méthodes qui nous permettent de comparer dans quel cas on va pouvoir appliquer trouver ce fameux oméga. On peut comparer les méthodes de Tremaine-Weinberg et puis les méthodes de Fourier. Certaines de ces méthodes sont plus sensibles que d'autres. Une que l'on a trouvée très intéressante, c'est cette méthode de Jacobi, parce qu'elle nous affranchit du problème d'extinction là, pour Gaïa. On n'a pas besoin de se soucier du fait qu'on prend une étoile ici ou là, parce que l'extinction nous laisse voir que certaines parties de la galaxie. C'est indépendant de ça.
Donc, on pense que c'est une bonne voie là, pour aller en direction de Gaïa avec cette méthode. Par contre, la méthode cinématique, on prend le tenseur des vitesses, là, qui est le tenseur cinématique, elle est très sensible, alors, donc celle-là, elle n'est pas recommandable. Autant employer la méthode moment d'inertie directement. Alors, une des premières choses qu'on sait, une fois qu'on peut déterminer le oméga dans des simulations, on peut commencer à tester une chose ou l'autre. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est que voyons un peu ce qui se passe à la corotation, à la fin de la barre. Comment se comportent ces points d'équilibre supposés de Lagrange, qui sont supposés être des points d'équilibre. Donc, testons ces points d'équilibre. Donc, et puis, du moment qu'on y était, on sait très bien qu'il y a beaucoup de galaxies barrées qui ont aussi une deuxième barre. Donc, on va faire des modèles avec 2 barres plus une spirale. Comme ça, on aura un peu plus d'expérience avec ces figures qui changent en fait à différentes positions. Alors, typiquement, on démarre avec une distribution de particules qui suit assez bien ce qui donne une courbe de rotation réaliste pour une galaxie, qui aura un disque, qui aura une partie centrale qu'on appelle bulbe, qui sera plus piquée. On a typiquement 20 millions de particules, on les fait avancer sur un intégrateur sur quelques 8 milliards d'années, avec un code qui calcule la gravitation proportionnelle au nombre de particules, non pas donc c'est extrêmement efficace, ce code. Il est à peu près 10 fois plus efficace que les codes d'arbres, qui sont aussi très populaires, qui vont n log n, proportionnel à n fois le log n. Et bien sûr, les codes directs, ils vont en n carré, alors ils sont extrêmement inefficaces. Alors, avec ce code-là, on peut remplacer un cluster par un seul serveur pour faire nos simulations. Donc là, c'est quand même appréciable. En fait, on n'est plus limité par le temps de calcul, on est limité par l'espace disque dans ces genres de problèmes. Donc, d'autres, comme Dou et al., ont aussi fait des simulations similaires où ils avaient fabriqué, ils savent comment faire, ils ont une recette, on a un petit peu suivi, on la connaissait cette recette, mais pour que ça ressemble un peu à ce qu'ils ont fait, on a pris la même recette. Et de cette manière, on crée des systèmes à très longue vie. Les 2 barres survivent pendant ces 8 milliards d'années. Et puis, ce n'est pas la fin. Au bout de 8 milliards, on s'est arrêté pour des raisons pratiques. Et puis, donc, on peut commencer à analyser les données de... Alors voilà, disons typiquement, la densité d'une composante de Miyamoto, elle a l'air compliquée, mais la fonction est en fait très lisse et ressemble un peu à une galaxie. Une seule composante, on peut en rajouter plusieurs avec différents paramètres. Alors voilà, typiquement des valeurs qu'on a prises pour... Et là, le paramètre de Q que Françoise mentionnait, il doit être un peu plus froid, il descend autour de 1 vers le centre. Et c'est cette caractéristique qui va nous démarrer la première petite barre. Et puis l'autre, cette partie assez constante autour de 1,4, dans cette région, on aura la grande barre. Et puis ce qu'il y a au-delà, ce sera un disque en rotation différentielle. Alors comment on trouve ces points d'équilibre? Donc on avait ce potentiel effectif, qui est le potentiel moins le potentiel centrifuge. Alors il s'agit de trouver un extrémum. Alors il faut trouver, il y a 3 conditions. Il faut que la force radiale de ce potentiel effectif s'annule, la force azimutale s'annule, et la force en Z, ça ce sera dans le plan du système, elle s'annule aussi. Alors en fait, ça c'est rempli très facilement. La galaxie est très plate, donc il n'y a pas de torsion ou de choses comme ça qui nous ferait soulever le point d'équilibre en dehors du plan. Mais en fait, ce qu'on cherche à minimiser le carré de ces 2 fonctions sommées. Et puis, on cherche, donc on va chercher ces points. Alors voilà comment se présente à un instant donné une simulation.
vous aurez sur l'échelle de moins 4 à 4 la petite barre, et puis sur une plus grande, là elles sont presque alignées, la grande barre est plutôt dans la région rouge, et puis le disque dans la région extérieure. Là, on est assez au début de la simulation, il n'y a pas encore beaucoup de spirales qui sont développées, mais là, je n'ai pas le temps de vous montrer un disque, un film de la simulation, mais la chose change relativement peu au cours du temps, c'est pour ça que c'est un peu long à montrer en film. Vous aurez, par exemple, les spirales bougent pas mal, mais la petite barre, elle continue à tourner à toute vitesse pendant tous ces 8 milliards d'années. Donc voilà ce que ça donne, par exemple ici, si on regarde à un instant donné, à quelques instants donnés, l'anneau noir vous montre les régions où la force radiale s'annule, les courbes blanches vous montrent où les forces azimutales s'annulent, et là c'est dans la partie de la petite barre, et là c'est dans la partie de la grande barre, plus le disque extérieur. Alors on voit bien où se trouve la corotation, c'est le long de cette ellipse, et puis l'intersection de la courbe blanche et la courbe noire nous donne un point d'équilibre, où les deux forces s'annulent. Donc on n'a qu'à faire cette recherche dans une matrice de points des pixels qui ont le minimum de cette fonction. On peut les collectionner, puis comme ça les reporter en fonction du temps. Et vous voyez qu'en fonction de la rotation de la petite barre par rapport à la grande, ici on voit la petite barre dans la grande, vous voyez que ces lignes se tordent et ces points changent de position. Alors on a mesuré, est-ce que ces points sont vraiment stationnaires? Ben non, pas du tout. En fait, si on mesure leur rayon, eh bien, ça c'est le rayon pour la grande barre, la barre extérieure. On voit que tous ces points de minimum, ils oscillent tout le temps, à peu près 10% d'amplitude. La petite barre de même, ça c'est la petite barre, les points d'équilibre instantanés. Ces points sont d'équilibre, mais ils ne sont pas stationnaires. Vous voyez, c'est ça la petite nuance. Donc on ne peut pas les appeler points de Lagrange. C'est des points d'équilibre, mais ils ne sont pas vraiment stationnaires. Et ils oscillent tout le temps. On pourrait se dire alors en azimut, comment ça se passe? Alors comme ça tourne, il faut soustraire une vitesse moyenne angulaire. On soustrait pour pas que, autrement ces courbes montrant l'azimut à tout moment ne feraient que croître et on ne verrait pas grand-chose. Donc on soustrait une rotation moyenne et on voit que, alors le rouge c'est la petite barre, on voit l'azimut des points de Lagrange, des points d'équilibre, pardon. Par contre, pour les points noirs, on voit que des choses se passent à certains moments. Tout à coup, vous aurez ces points d'équilibre qui migrent d'un cadran. Et vous aurez une migration, ça. Et donc, il y a une dépendance dans le temps assez forte de cette région, particulièrement entre l'interaction entre la spirale et la barre, la grande barre. Donc, c'est dépendant du temps, tout ça. Il n'y a pas de point de Lagrange. On peut encore vérifier la valeur du potentiel à ces points d'équilibre, et on voit que le potentiel aussi, vous voyez, il n'est pas stationnaire dans le temps, le potentiel change avec le temps, ce qui nous dit que l'intégrale associée, elle n'en est pas une. On n'a pas vraiment une intégrale de Jacobi dans ces systèmes. Ici, alors on a soumis récemment une analyse détaillée de ces simulations, où on peut dire à tout moment comment par exemple, le moment d'inertie à 2D, quelle est la valeur à chaque rayon? Ici, on a un rayon, on a le temps. Comment ça se présente? Alors, une même couleur vous dira c'est à peu près la même vitesse de rotation. Eh bien, vous voyez que la vitesse elle-même change, des points jaunes à certains endroits. Vous aurez des vitesses différentes à différents rayons, et puis vous aurez des variations temporelles de ces vitesses. Et donc ici, on a la méthode avec le moment d'inertie, et puis ici, on a la méthode avec méthode de Fourier, avec le mode 2. Elles se ressemblent, mais elles ne sont pas tout à fait identiques, parce qu'elles devraient être identiques si la rotation était effectivement solide, mais comme ça ne l'est pas, chaque méthode mesure quelque chose de légèrement différent. Là, c'est la même chose, mais on a encore rajouté, l'a mis en vertical, le temps comme ça, le rayon en horizontal. Vous avez le mode 4 pour Fourier, la méthode de Jacobi, la méthode du moment d'inertie.
là, on peut faire des agrandissements. À un certain moment, on peut voir qu'est-ce qui se passe pour la barre extérieure, comment est exactement l'interaction. Là, il y a un moment, il y a une spirale, et puis là, il n'y a plus de spirale, il y a de nouveau une spirale, il n'y a pas de spirale. Donc, voilà, ça vous montre une situation, une galaxie qui a une physique très simple, c'est un modèle, hein, mais malgré tout, pendant 8 milliards d'années, elle va constamment être en évolution, elle aura des changements qui se reproduisent de manière pas strictement périodique, mais avec un certain type, c'est pseudo-périodique, si on peut dire. Là, pour la petite barre, la même chose, on va avoir des choses très similaires. On peut mesurer la force de la barre, on peut mesurer la force de la transformée de Fourier ou la force du moment d'inertie, l'amplitude de la déformation. Et on trouve donc le mode de Fourier ressemble beaucoup au moment d'inertie, mais quand vous regardez le mode 4, vous aurez aussi des choses intéressantes. Et surtout le mode 1, là c'est un mode 1, ça veut dire que c'est une sorte d'asymétrie qui se fait dans le disque, qui a un lobe. Et ça c'est un mode très lent, mais qui prend depuis le début jusqu'à la fin, là on part de 0 jusqu'à presque 8, vous aurez une croissance de ce mode 1 vers le centre, qui commence à déplacer la galaxie, la barre elle-même tourne autour d'un centre. Donc, il y a une rotation de la barre autour de quelque chose qui tourne autour d'un centre avec ce mode 1. Donc ça se complique, l'analyse devient un peu plus difficile. Voilà, la force. On peut aussi analyser les bras spiraux. Les bras spiraux, on ne les montre pas ici, mais c'est plus compliqué. Il y a plus de choses qui se passent, comme quand Françoise Combe parlait des spirales flocculantes, on pense à ça, des bouts de bras spiraux qui se créent et se défont constamment. Voilà un peu la vision qu'on a maintenant de ces systèmes. Ce n'est plus des systèmes stationnaires, c'est des systèmes presque en ébullition, on pourrait dire. Alors si on rajoute le gaz et la vraie physique d'une galaxie, c'est encore plus compliqué, mais déjà cette physique de base, la physique de Newton qui régit ces disques, elle est déjà en ébullition. Elle nous ajoute une dépendance temporelle au problème. Et ça nous explique pourquoi les observateurs, vous voyez, ils trouvent deux barres qui tournent à des vitesses différentes, avec des angles différents. En fait, ça vient du fait que la barre elle-même n'est pas solide, elle est flexible. Elle va se tordre un petit peu quand le bras spiral est en face. Quand le bras spiral est un peu plus loin, elle va changer un peu de forme dans le dernier bout. Donc il ne faut plus penser à une structure rigide, mais une structure légèrement flexible. Alors voilà, j'arrive au bout, je vous montre simplement les conclusions. C'est que dans ces régions de corotation, c'est là qu'il y a le plus de dépendance dans le temps, parce que les figures adjacentes, qui sont de part et d'autre de cette corotation, elles tournent à des vitesses différentes. Donc forcément, l'une tire sur l'autre, et donc introduit une dépendance dans le temps. Et donc, il n'y a pas de point d'équilibre stationnaire strict. C'est une première approximation, et donc, dans ces régions, tout ce qu'on se basait, qu'on a une intégrale de Jacobi, eh bien, ça tombe. Pratiquement, ça veut dire que les étoiles, elles ont plus de possibilités de migrer, de changer de rayon, grâce à cette dépendance dans le temps. Donc ça explique un peu ce qu'on voyait dans les simulations numériques. On voyait depuis très longtemps que les étoiles, comme si on fait la trajectoire du Soleil dans la Voie lactée, on voit que ces étoiles peuvent migrer de plusieurs kiloparsecs. Donc le Soleil, éventuellement, serait peut-être originaire d'une région plus interne de la Voie lactée. Ça, on n'arrive pas à dire exactement où, mais cette possibilité existe grâce à la barre. La barre nous permet d'avoir un chaos dans les mouvements qui sont plus simplement des orbites circulaires avec une épicycle, mais des choses beaucoup plus irrégulières, ce qu'on appelle des orbites chaotiques. Donc, je pense que les données Gaïa vont nous permettre de dire dans quel état de flexion la barre est, parce que la barre de notre Voie lactée va se tordre en fonction de ses bras spiraux, et les données de Gaïa devraient nous permettre de dire dans quelle phase de différence de phase entre la spirale et la barre on se trouve, comment la barre est tordue. Alors, quand on parle de résonance,
ça a été mentionné par Françoise Comte, dans la théorie classique, vous aurez la résonance interne de Lindblad. Là, elle est assez proche de la barre, donc la vitesse de la barre dans cette région doit être assez bonne, assez stationnaire. Mais quand on parle de la résonance externe de Lindblad, dans la Voie lactée, ça nous place à peu près au rayon du Soleil, donc loin de la barre. Et là, on peut avoir un doute sur le sens de cette résonance. Cette résonance ne peut pas avoir, puisque l'influence locale de la spirale a une autre vitesse, cette résonance n'a pas le sens qu'on voulait lui donner à l'origine, puisque la vitesse n'est pas la même. Donc voilà, ça change un peu les concepts avec lesquels les gens travaillent. Ces résonances, en tout cas externes de Lindblad, il faudra un peu les retravailler. Voilà, je vous remercie de votre attention.